Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon AI. Je suis Sarah et aujourd'hui, on va lever les yeux vers le ciel, mais pas pour admirer les étoiles. On va regarder le vide, le noir, le silence. Parce que ce silence, mes amis, il est peut-être beaucoup plus bruyant et terrifiant qu'on ne l'imagine. Avec moi pour en parler, Thomas, notre expert en exobiologie et, disons-le, notre philosophe de l'apocalypse préféré. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là, même si le sujet du jour a de quoi nous donner quelques sueurs froides. Philosophe de l'Apocalypse, ça me va, c'est un titre que j'accepte volontiers aujourd'hui. On s'attaque à un gros morceau, le paradoxe de Fermi. C'est un classique, mais on va aller bien au-delà de la simple définition Wikipédia. Thomas, pour commencer, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte ? Pourquoi est-ce qu'on parle de paradoxe ? C'est juste que l'univers est grand, non ? C'est justement parce qu'il est grand que c'est un paradoxe, Sarah. Essayons de visualiser ça. Imagine que tu es sur une plage. Tu prends une poignée de sable. Chaque grain de sable dans ta main, c'est une étoile. Et imagine maintenant tous les grains de sable de toutes les plages de la Terre. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur toute notre planète. On parle de chiffres qui dépassent l'entendement humain. On estime qu'il y a environ 10 000 milliards d'étoiles. C'est un 1 suivi de 22 zéros. C'est le genre de chiffre qui me donne le vertige instantanément. Mais bon, avoir des étoiles, c'est une chose. Avoir de la vie, c'en est une autre. Exactement. Mais jouons le jeu des statistiques. Même si la vie est ultra rare, disons que seulement une étoile sur 1 milliard possède une planète habitable, et que sur ces planètes, la vie intelligente n'apparaît qu'une fois sur 1 milliard. C'est extrêmement pessimiste comme estimation. Eh bien, même avec ces probabilités ridicules, il devrait y avoir des milliers, voire des millions de civilisations rien que dans notre galaxie, la Voie lactée. Et pourtant, quand on pointe nos radiotélescopes vers le ciel, rien. Pas un bip, pas un message, le silence absolu. C'est ça le paradoxe. En 1950, le physicien Enrico Fermi déjeunait avec des collègues à Los Alamos et après avoir fait ce genre de calcul mental, il a simplement demandé « Mais où est tout le monde ?» C'est vrai que dit comme ça, c'est troublant. Si l'univers a 13,8 milliards d'années et que la Terre n'en a que 4,5, d'autres civilisations ont eu des milliards d'années d'avance sur nous pour se développer, coloniser la galaxie, construire des sphères de Dyson. On devrait voir leurs traces partout. Précisément, une civilisation technologique qui a juste quelques millions d'années d'avance sur nous, ce qui est une seconde à l'échelle cosmique, devrait être capable de voyager entre les étoiles. Même avec des vaisseaux qui ne vont pas à la vitesse de la lumière, il suffirait de quelques millions d'années pour coloniser toute la Voie lactée. C'est mathématique, la galaxie devrait fourmiller de vie, de vaisseaux, de mégastructures, mais on ne voit rien. C'est ce qu'on appelle le grand silence. Et c'est là que ça devient effrayant. Parce que ce silence, il faut l'expliquer. Et c'est là qu'on entre dans la partie sombre de l'épisode. Tu voulais nous parler de la théorie du grand filtre. Rien que le nom, ça sonne comme un film d'horreur. C'est quoi exactement ce filtre ? Le grand filtre, c'est une idée proposée par l'économiste Robin Hanson. C'est l'idée qu'il existe quelque part dans l'évolution de la vie, depuis la matière inerte jusqu'à une civilisation galactique, un obstacle, un mur infranchissable, une étape tellement improbable ou tellement dangereuse que presque personne la passe. C'est comme un entonnoir cosmique où tout le monde reste coincé. D'accord, donc il y a une étape critique. Mais la question à $1 million, c'est où est ce filtre ? Est-ce qu'on l'a déjà passé ou est-ce qu'il est devant nous ? C'est toute la question, Sarah, et crois-moi, la réponse change radicalement notre vision de l'avenir. Il y a deux options. Option 1, le filtre est derrière nous. Ça voudrait dire que l'étape difficile, c'était peut-être l'apparition de la vie elle-même, passer de la chimie inerte à la première cellule vivante. Si c'est ça le filtre, alors c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que nous sommes des élus, des gagnants de la loterie cosmique. Nous sommes exceptionnels, peut-être même uniques. Donc dans ce scénario, on est seul, mais on est en sécurité. On a passé l'épreuve du feu. Oui, mais c'est là que ça devient contre-intuitif. Si le filtre est derrière nous, ça veut dire que la vie est incroyablement rare. Par contre, si on découvre demain des traces de vie simples, genre des bactéries fossilisées sur Mars ou des microbes dans les océans d'Europe, la Lune de Jupiter, ce serait la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité. Attends, quoi ? Tout le monde serait champagne à la main si on trouvait de la vie sur Mars. Ce serait la découverte du siècle. Pourquoi tu dis que ce serait une catastrophe ? Parce que si la vie est apparue 2 fois, de manière indépendante, juste dans notre petit système solaire, ça veut dire que l'apparition de la vie n'est pas le grand filtre. Ça veut dire que la vie est facile à créer, que l'univers est une usine à vie. Et si la vie est facile à créer, mais qu'on ne voit personne dans le ciel, ça veut dire que le filtre n'est pas au début, il est à la fin, il est devant nous. Oh, je vois. Si le filtre est devant
Devant nous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui attend les civilisations avancées et qui les détruit systématiquement avant qu'elles ne puissent coloniser l'espace. Exactement, c'est l'option 2, le filtre est devant. Ça signifie que toutes les civilisations arrivent à notre stade technologique et puis boum, elles disparaissent. Elles s'autodétruisent ou elles sont détruites. Et ce serait quoi ce mur? La guerre nucléaire? C'est un candidat évident, mais ça peut être bien pire. Le changement climatique incontrôlable, une intelligence artificielle mal alignée qui décide que la biologie est obsolète, une expérience de physique qui tourne mal et crée un trou noir ou un changement de phase du vide, ou peut-être simplement l'épuisement des ressources. L'idée terrifiante, c'est que la technologie, inévitablement, donne aux civilisations les moyens de leur propre destruction bien avant qu'elles n'aient la sagesse de gérer ces moyens. C'est comme donner une grenade dégoupillée à un enfant de 3 ans. Statistiquement, ça finit mal. C'est joyeux. Donc si on suit cette logique, le silence de l'univers, c'est le bruit d'un cimetière. Toutes ces civilisations qui ont brillé un instant avant de s'éteindre. C'est une possibilité très réelle. Nick Bostrom, un philosophe d'Oxford, a écrit un article célèbre intitulé « Pourquoi j'espère que nous ne trouverons pas de vie sur Mars ». Son argument est que plus nous trouvons de vie ailleurs, plus la probabilité que le filtre soit devant nous augmente. Il dit que le silence du ciel nocturne est une preuve en or. Si le ciel est vide, c'est peut-être parce que nous sommes les premiers à franchir la ligne d'arrivée. Mais si le ciel était vide parce que tout le monde meurt à notre stade, alors nous sommes condamnés. Ça met une pression énorme sur notre génération. On serait à l'épreuve finale sans le savoir. Mais Thomas, il y a une autre théorie, encore plus paranoïaque, qui ne parle pas d'autodestruction, mais de prédation. Tu voulais parler de la forêt sombre. C'est tiré de la science-fiction, non? Oui, c'est tiré de la trilogie Le problème à 3 corps de l'auteur chinois Liu Cixin. C'est de la science-fiction, mais c'est basé sur une logique de théorie des jeux implacable. Liu Cixin propose une explication au paradoxe de Fermi qui est peut-être la plus glaçante de toutes. Vas-y, raconte-nous. Pourquoi une forêt sombre? Imagine l'univers comme une immense forêt plongée dans la nuit. Cette forêt est remplie de chasseurs armés jusqu'aux dents. Ces chasseurs, ce sont les civilisations. Dans cette forêt, le silence est la seule garantie de survie. Chaque chasseur retient son souffle, marche sur la pointe des pieds, étouffe le moindre bruit. Pourquoi? Parce qu'il sait que la forêt est pleine d'autres chasseurs. Et s'il repère une autre vie, un autre chasseur, une autre source de bruit, il ne peut pas savoir si cet autre est amical ou hostile. C'est le problème de la communication interstellaire. La distance et la différence culturelle ou biologique sont telles qu'on ne peut jamais être sûr des intentions de l'autre. Exactement. C'est ce que Liu Cixin appelle les chaînes de suspicion. Tu ne peux pas savoir si je veux te tuer. Tu ne peux pas savoir si je sais que tu penses que je veux te tuer. Et dans le doute, l'enjeu est trop grand. Si tu te trompes et que je suis hostile, ta civilisation est anéantie. Donc, la seule stratégie rationnelle, mathématiquement optimale pour assurer ta survie, c'est d'éliminer toute autre civilisation dès que tu la repères. Tirer premier, pose les questions jamais. Donc l'univers n'est pas vide, il est plein à craquer. Mais tout le monde se cache, tout le monde est terrifié. Et nous, l'humanité? Et nous, l'humanité, on est comme un enfant idiot qui allume un grand feu de joie au milieu de cette forêt sombre et qui hurle « Hey, je suis là, j'ai des ressources, venez me voir !» Nos émissions radio, la télé, les messages qu'on a envoyés volontairement, comme le message d'Arecibo. C'est ça. Depuis un siècle, on balance nos ondes radio dans toutes les directions. Pour une civilisation avancée qui écoute, la Terre brille comme un phare. Selon la théorie de la forêt sombre, le silence que nous observons n'est pas un signe d'absence de vie. C'est la preuve qu'il y a des prédateurs intelligents qui savent qu'il faut se taire pour survivre. Ceux qui faisaient du bruit, ils sont déjà morts. C'est une perspective terrifiante. Ça voudrait dire que le programme SETI, qui cherche des signaux extraterrestres, ou pire, le METI, qui envoie des messages actifs, mettrait en danger toute l'humanité. Beaucoup de scientifiques le pensent, dont Stephen Hawking avant sa mort. Il disait que rencontrer une civilisation avancée pourrait ressembler à la rencontre entre les Américains et Christophe Colomb. Ça ne s'est pas très bien passé pour les Américains. Si une civilisation a la capacité de voyager entre les étoiles pour venir jusqu'ici, l'écart technologique serait le même qu'entre une fourmi et un tank. Si la forêt sombre est réelle, alors notre naïveté est notre plus grande menace. Mais est-ce que c'est pas un peu trop cynique? On projette notre propre violence humaine, notre histoire de colonisation, sur des êtres qui pourraient être totalement différents, peut-être purement logiques ou bienveillants. C'est possible, mais la théorie de la forêt sombre ne repose
repose pas sur la méchanceté, elle repose sur la peur et la rareté des ressources. L'univers est fini, les ressources sont finies. Toute civilisation a pour but premier de s'étendre et de survivre. Inévitablement, deux civilisations en expansion finiront par entrer en conflit pour la matière et l'énergie. Détruire un rival potentiel avant qu'il ne devienne trop fort, c'est juste du nettoyage préventif. C'est froid, c'est logique, c'est darwinien à l'échelle galactique. Donc on a le choix entre soit on est tout seul parce que tout le monde est mort, soit on n'est pas tout seul mais tout le monde veut nous tuer, ou se cache de ceux qui tuent. Thomas, tu avais promis de nous remonter le moral. C'est raté. Je sais, je suis désolé, mais il y a une certaine beauté, une certaine humilité à tirer de tout ça. Prenons un peu de recul pour conclure. Regardons ces deux scénarios. Oui, essayons de trouver une lueur d'espoir. Si nous sommes seuls, si le grand filtre est derrière nous, alors nous avons une responsabilité écrasante. Nous sommes peut-être la seule conscience de l'univers, la seule manière pour l'univers de se comprendre lui-même, la seule source de sens, d'art, d'amour dans un cosmos de roches et de gaz. Si nous nous éteignons, la lumière de la conscience s'éteint avec nous, peut-être pour toujours. Ça rend notre survie, notre gestion du climat, de nos armes, encore plus cruciale. Nous sommes les gardiens de la flamme. C'est beau, ça nous donne un but. Nous ne sommes pas insignifiants, nous sommes précieux. Exactement. Et si l'autre hypothèse est vraie, si l'univers est peuplé mais dangereux, alors cela nous apprend la prudence mais aussi la solidarité. Nous sommes sur ce petit radeau bleu perdu dans une forêt immense. Ça devrait nous pousser à arrêter nos petites querelles internes. Face à l'immensité et aux dangers potentiels du cosmos, les frontières nationales, les guerres pour des bouts de terrain, tout ça semble ridicule. Nous sommes une seule espèce essayant de survivre à la nuit. Au final, que le silence soit un vide ou une cachette, le message est le même. Notre existence est fragile. Très fragile. Arthur C. Clarke a dit « Deux possibilités existent. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. » Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes. Je pense qu'il avait raison. Le silence du ciel est un miroir. Il nous renvoie à nous-mêmes, à nos peurs, à nos espoirs. Et peut-être que la réponse au paradoxe de Fermi, ce n'est pas de trouver des aliens, mais de devenir une civilisation qui mérite de survivre assez longtemps pour être trouvée. C'est la meilleure conclusion qu'on puisse espérer. Devenir adulte à l'échelle cosmique, ne pas s'auto-détruire, ne pas crier bêtement dans la forêt, juste grandir, apprendre et continuer à écouter. Merci beaucoup Thomas pour cette plongée vertigineuse. On se sent tout petit, mais peut-être un peu plus lucide. Merci Sarah, et n'oubliez pas, gardez les yeux ouverts, mais peut-être baissez un peu le volume de la radio. C'est noté. Merci à tous de nous avoir écoutés sur Nexus Horizon AI. Si cet épisode vous a plu et s'il ne vous a pas donné trop d'angoisse existentielle, partagez-le avant que le grand filtre ne nous rattrape. À très bientôt pour explorer d'autres horizons.